Alors, nous débutons maintenant notre table ronde sur la nutrition du prématuré. Nous accueillerons 3 intervenants, le professeur Jean-Christophe Rosé, le professeur Bernard Salle, Madame Nelly Thomas. Nous poserons les questions à l'issue de chaque intervention pour plus de clarté. Et donc, nous accueillons notre premier orateur qui est le professeur Jean-Christophe Rosé, qui est professeur de pédiatrie dans un service de néonatologie à Nantes et qui va nous présenter son intervention sur la nutrition du bébé prématuré et ses implications avec la croissance et la composition corporelle. Voilà, merci de votre invitation. Donc, je vais en quelques diapositives vous expliquer un peu l'actualité autour de la nutrition du grand prématuré. Notre enjeu en néonatologie, globalement, sur les enfants de très petit poids qui font entre 500, 600, 700 grammes, c'est d'assurer une bonne croissance de qualité puisqu'ils sortiront du service avec un poids qui aura triplé, voire quadruplé. Et l'enjeu est représenté d'une manière humoristique sur cette diapositive, mais qui est sur un sujet relativement sérieux. C'est-à-dire que globalement, on sait que selon la nutrition que l'on va apporter, on peut impacter le devenir neurologique de ces enfants, mais également leur devenir métabolique. Et au début des années 2010, on était dans une ambivalence en disant si on fait un apport protéique fort, on devrait protéger le devenir neurologique, mais peut-être au prix d'un devenir métabolique. Vous verrez que les choses ont un peu évolué. Alors, sur l'aspect neurologique, les données qui ont marqué un peu ce papier d'Ehrenkrantz dans le début des années 2000, qui a marqué un peu la communauté scientifique, avait montré 4 quartiles de croissance en grammes kilos pendant le séjour hospitalier. Et globalement, les enfants du premier quartile qui avaient la moins bonne croissance avaient le moins bon développement. D'où cette association bonne croissance, meilleur développement neurocognitif. Mais je vous ai encadré là un point, c'est que 21% des enfants avaient une cérébrale palsy, qui était probablement pas liée du tout à un problème de nutrition, et c'est caractéristiquement un papier qui dit que les plus graves sont les plus graves, sans pour autant, à mon avis, être absolument sûr de la relation croissance et devenir. Alors, nous, on s'est intéressé à la qualité de croissance en utilisant cet appareil, le pipote, qui est comme une couveuse où on laisse l'enfant pendant 2 minutes dans un caisson complètement étanche qui va nous permettre de mesurer le volume de l'enfant, et en le pesant, on a une densité, et de là, par des formules complexes, on arrive à approcher le pourcentage de masse maigre et le pourcentage de masse grasse de ces enfants. Et ce qu'on avait montré il y a quelques années, c'est qu'effectivement, il y avait une association qui résistait à un certain nombre d'ajustements pour éviter toujours ce syndrome les plus graves sont les plus graves, que les enfants qui avaient le moins bon développement mesuré par un questionnaire parental qu'on appelle l'ASQ, Age and Stage Questionnaire, et étaient ceux qui avaient le Z-score de masse maigre le plus faible, à -3 contre -2. Vous voyez que tous ont un perdent en Z-score, ont des Z-scores relativement bas à la sortie d'hospitalisation. Donc, on a du mal à maintenir cette masse grasse. Alors, toujours avec ce même appareil, on avait essayé de trouver quels étaient les critères cliniques pendant l'hospitalisation qui permettaient de prédire la masse maigre en fin d'hospitalisation. Et vous voyez que le modèle est assez bon, puisque ça, c'est la relation entre la masse maigre mesurée et la masse maigre prédite par le modèle, avec un R2 à presque 0,8. Donc, qui explique assez bien les choses. Et quand on regarde les éléments, il y a bien sûr la gestationnelle, le Z-score de poids de naissance, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, la variation de Z-score entre la naissance et la fin de la première semaine de vie, et J5 exactement dans ce papier, et J5 à la sortie. Et vous voyez que ces 2 paramètres jouent sur les coefficients standardisés le même poids, ce qui est à dire quasiment la moitié d'une semaine d'âge gestationnel, une variation de Z-score, mais ce qui montre que l'importance de ne pas avoir de catabolisme au départ, trop important, qui est l'élément qu'on peut impacter. Et puis, un élément, si vous voyez la précision de ça, c'est qu'on voit l'effet dose par dose de la corticotrope
thérapie anténatale qu'il faut bien sûr faire pour maturer le poumon de l'enfant, mais au prix quand même d'une petite baisse de masse maigre. Et la difficulté qu'on a, qui a été bien résumée dans cet éditorial des Archives en 2019, c'est qu'aucun essai randomisé actuellement de nutrition n'a la puissance suffisante pour pouvoir conclure. Si bien qu'on s'est orienté vers des données épidémiologiques, et là, je vais vous présenter deux interprétations d'Épipage 2 sur les apports protidiques initiaux. Donc, connaissant l'importance de la première semaine, on s'est beaucoup focalisé pour bien décrire la nutrition des enfants dans Épipage 2 dans la première semaine de vie. Et là, bien sûr, on a une puissance importante puisque vous voyez, on travaille sur 1741 enfants de 24 à 29 semaines. Sur ces 1741, l'ICRF était très bien rempli, vous voyez, puisque pour 1703, on avait hospitalisé dans la même unité entre J3 et J7, on pouvait établir la stratégie d'apport protidique par une méthode statistique dont je repasserai vite, mais c'est un propensity score, puis on regarde si une unité a tendance à plus faire que ce qu'on attendrait ou moins faire que ce qu'on attendrait. Si bien que sur les 60 unités qui avaient plus de 10 enfants qui ont participé à Épipage 2, on a pu distinguer 20 unités qui ne respectaient pas cette recommandation d'apport de 3,5 g à J7, d'autres qui étaient intermédiaires et d'autres qui étaient très favorables. Et on a regardé l'évolution dans ces unités. Alors d'une part, vous voyez que le modèle n'est pas mauvais puisque effectivement entre les défavorables et les favorables, l'apport à J3 est franchement différent. Dans les unités favorables, en moyenne, que ce soit les 23-26 ou les 27-29 semaines, on a un apport à 3,5 dès J3. Et bien sûr, qui dépasse 3,5, qui apporte vers la 7e J7 de la première semaine. Dans la position intermédiaire, c'est un chiffre intermédiaire. Les défavorables arrivent à peine à 3, juste à 3 à la fin de la première semaine. Et l'évolution est assez impressionnante à 5 ans, puisque vous voyez, sur l'axe des Y, vous avez le QI des enfants. Sur les populations, dans les unités plutôt défavorables à cette stratégie par rapport à aux unités favorables à cette stratégie. Et vous voyez qu'on a à peu près 5 points de différence de QI à 5 ans. Donc, on a une association très claire entre une stratégie dans les établissements et le QI à 5 ans. Alors, on a vérifié, je n'ai pas le temps de vous les présenter là, les stratégies dans d'autres domaines, que ce soit la ventilation, le canal artère, dans différents domaines. Il n'y avait pas de différence entre ces unités. Elles n'y différenciaient principalement que sur cette stratégie-là. Ce qui est aussi intéressant et un peu décevant, c'est que les lettres sorties que je vous ai mis là, dont j'ai laissé le codage, je m'en excuse, n'interviennent pas significativement. Mais là, l'interprétation est plus complexe parce que, en fait, les unités qui ont tendance à avoir un apport moindre initialement, vont essayer de rattraper le retard en utilisant des laits riches comme des laits pour préma, si bien qu'il est difficile d'interpréter cette action. Alors, la même analyse des mêmes données, mais d'une manière différente, c'est-à-dire là, au niveau des enfants, et là, on a toujours le même collectif d'enfants, et on a fait là un propensity score, c'est-à-dire la probabilité d'un enfant d'être exposé à 3,5 g, à moins de 3,5 g ou à plus de 3,5 g. Et à ce moment-là, on utilise une méthode statistique qui s'appelle la matched cohort, c'est-à-dire qu'on match chaque enfant à l'autre, c'est-à-dire à la même probabilité. Pour la même probabilité, on va comparer un enfant qui a été réellement soumis à 3,5 g et un enfant qui n'a pas été soumis à 3,5 g. Donc, c'est 3,5 g ou plus. Et là, vous avez les résultats donc, au niveau individuel. Vous avez la même relation avec le QI. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble de la cohorte, vous avez cet aspect-là, mais vous embarquez aussi les plus graves sont les plus graves. Et donc, il y a probablement des enfants où c'est la gravité qui explique un QI plus bas. Quand vous matchez, vous avez un effet moindre, mais qui reste tout à fait significatif, du même ordre en termes de points, autour de 3-4 points sur l'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que dans Épipage 2, on avait pour un sous-groupe des IRM à terme, et on voit qu'il y a une corrélation, que ce soit dans l'ensemble de la cohorte ou la cohorte matchée, avec le volume de la substance blanche. Et enfin, avec la formule que je vous ai montrée de masse maigre, j'ai appliqué cette formule à l'ensemble de la cohorte, et vous voyez vraiment une très claire relation. Donc, on a un certain nombre d'arguments pour dire
que probablement il faut aller même jusqu'à 4 grammes, alors qu'actuellement au niveau européen, on était redescendu un petit peu. Donc, en conclusion, sur l'aspect neurologique, on peut dire qu'il existe une association entre mauvaise croissance et moins de devenir neurodéveloppemental, que l'importance de la nutrition initiale semble absolument majeure, qu'épipage 2, des conclusions de l'épipage 2, on peut penser qu'il faut être au-dessus de 3,5 g à J7 et que les essais interventionnels actuellement manquent de puissance et à mon avis seraient difficiles à réaliser. De devenir métabolique. Maintenant, on est parti, alors je vous grâce, c'est bien sûr sur les traces de David Barker. On a les données d'EpiAdo qui sont épipage 1 et ces enfants ont été reconvoqués à l'âge de 15 ans pour une évaluation pulmonaire. C'est l'équipe de Christophe Delacour à Necker qui avait porté ce PHRC et il y avait 4 régions. Très gentiment, Christophe m'a donné accès aux données de taille, poids, PC de ces enfants à 15 ans et à partir de l'épipage 1, j'ai retracé le parcours. Et vous voyez qu'en gris, c'est les enfants qui sont à 1,28, donc c'est au 90e percentile de BMI à 15 ans, et en bleu, c'est ceux qui sont au 10e percentile. Vous voyez que leur trajectoire est différente dès 1 an, mais surtout très significativement différente dès 2 ans. Alors, on a été regardé dans deux autres cohortes, qui sont une cohorte régionale LIFT et la cohorte épipage 2, où là, pour LIFT et épipage 2, on est à 5 ans. Et là, on a regardé quel était le risque de surpoids ou d'obésité défini par l'OMS ou par le CDC d'Atlanta par 1,04 Z-score, que ce soit à 5 ans et à 15 ans. Et ce qu'on voit dans le modèle final qui prédit à 2 ans ce risque, c'est qu'on a un rôle, bien sûr, du Z-score de poids de naissance dans certaines cohortes, mais pas dans toutes. Mais ce qui est commun aux 3 cohortes, c'est cette interrelation entre la croissance hospitalière en poids, la croissance hospitalière en taille, qui est en fait un marqueur de qualité de croissance. Dans un autre papier, on avait montré le lien avec la free fat mass, et puis l'évolution d'IMC entre la sortie d'hôpital et 2 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que la croissance en taille et la croissance en poids ne sortent que lorsqu'on met dans le modèle la croissance après 2 ans. Et donc, il y a une interrelation entre ces 3 variables qui est à peu près de même grandeur dans les 3 cohortes. Et ça, je pense que c'est des données nouvelles. Un peu, nous, on l'interprète comme finalement la croissance hospitalière prépare le lit et si là-dessus arrive une surcharge nutritionnelle après la sortie, à ce moment-là, l'ensemble sort très fortement comme facteur de risque de surpoids et d'obésité à 5 ans. Et donc, il existe, à mon sens, au vu de ces 3 cohortes, une interrelation entre croissance hospitalière et évolution du BMI dans les 2 premières années de vie qui sont des facteurs de risque de surpoids à 5 et 15 ans. Alors, que faire ? En fait, on revient à un message qui est déjà très ancien, c'est d'essayer de respecter le plus une croissance linéaire pour éviter toute restriction ou tout à-coup qui vont s'accompagner probablement de modifications de qualité de croissance par la suite et probablement sont délétères du point de vue. Et donc, il faut plutôt un tracé vert qu'un tracé rouge dans la courbe de croissance durant l'hospitalisation. Voilà un petit peu ces informations nouvelles qui sont issues beaucoup d'épipage 2, qui nous donnent une grande puissance d'observation et du fait des grandes variations de pratique entre les 60 centres, permet de se faire une idée vers quoi il faut aller. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cette présentation très claire et ces conclusions qui permettent effectivement de répondre à certaines questions que les néonatologistes se sont posées pendant longtemps et pour lesquelles on y voit un petit peu plus clair. Nous avons quelques questions. Une question de Noël Peretti à Lyon qui nous demande il existe certes une corrélation entre le QI et la masse maigre, et qu'en est-il de la masse grasse ? Est-ce qu'il y a une corrélation Non. On n'a pas observé de relation significative. Très bien. Tout ça, c'est des associations, bien sûr. Une autre question. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on vous Oui. entend très bien. Une autre Ouais, question parce que comme on ne de, fait pas de retour, c'est difficile. une autre question de Julie Lemal à Paris. Donc vous nous expliquez très bien que les apports protéiques optimaux doivent être supérieurs à 3,5 grammes kilo au jour dès la première semaine. Pendant combien de temps préconisez-vous de maintenir ces apports? Alors là, moi, je peux pas répondre très précisément à ça. Je peux répondre qu'aux données que j'ai. Et dans Épipage 2, on connaît très bien ce qui se passe à J3, à J7, J28 et à la sortie. Mais ce qui est assez simple d'exploiter J3, J7 parce qu'on est au tout début du parcours. Alors que après, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur les laits de croissance parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Comment les enfants doivent sortir de l'hôpital, sous quelle nutrition. Et là, c'est beaucoup plus dur on voit pas de relation brute, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes enfants, parce qu'en fait, quand on a un enfant qui a eu un parcours très difficile avec une mauvaise croissance, à ce moment-là, on va utiliser préférentiellement, ce que font en pratique les néonatologues, vont utiliser des laits enrichis pour essayer de rattraper. Si bien qu'on a une relation négative entre ces laits, mais elle est tellement biaisée par l'indication qu'il est très difficile de pouvoir le confirmer. En tous les cas, ce qu'on peut dire, mais ce qu'on avait déjà publié sur Épipage 1 et dans notre cohorte là, c'est que l'allaitement semble le produit le plus adapté. Il n'est pas du tout sûr, puisqu'il y a quelques études interventionnelles qui ont essayé de comparer allaitement simple ou allaitement avec complément d'enrichissement. Et vraiment, il n'y a aucun intérêt à intervenir sur l'allaitement. Il faut laisser l'allaitement se faire. Et c'est les enfants qui ont la meilleure croissance après à 2 ans et le meilleur développement neurocognitif, toujours en association. Bon, c'est rassurant de voir qu'on revient toujours à des fondamentaux en fait. Alors nous avons une autre question. Nous avons une autre question. Il y a une vingtaine d'années, existait un protocole nutritionnel qui visait à booster la croissance des prématurés, qui consistait à perfuser du glucose et de l'insuline. Qu'en pensez-vous maintenant, avec la distance, avec le recul, concernant les notions de risque métabolique liées à la masse grasse et à la croissance rapide initiale? Alors, il y a plusieurs questions. Sur l'insuline, demain sort dans PLOS Médecine un papier d'Elsa Kermorvan que j'ai accompagné dans ce papier, que j'ai encadré, et qui montre très clairement qu'on a des seuils d'hyperglycémie qui sont associés à la rétinopathie et que lorsqu'on a tendance à utiliser l'insuline, on diminue ce risque, mais sans atteindre la significativité dans l'épipage 2. Par contre, dans la même cohorte, notre cohorte régionale, où j'ai toutes les glycémies pendant l'hospitalisation, donc c'est plutôt plus de 50 000 glycémies sur un millier d'enfants à peu près, on voit qu'il n'y a pas de lien extrêmement clair avec le développement neurologique. Alors pour revenir maintenant, booster, je pense que c'est quand même les protides initialement qui doivent éviter tout catabolisme. En fait, les 4 grammes viennent pas du Saint-Esprit. Hein. Les données, les études physiologiques, et je pense que M. Salle le confirmera, montrent depuis très longtemps que c'est à peu près l'apport nécessaire au fœtus à cette période de la vie. Et lorsqu'on coupe brutalement, en fait, la naissance coupe ses apports. C'est un petit peu comme un enfant qui serait en parentérale à l'hôpital, à qui on coupe brutalement la parentérale. Vous voyez, et en fait, il faut prendre, nous, vite le relais chez les 500, 600, 700 grammes. Ce qu'on observe à 28, chez les moins de 28, hein, c'est beaucoup plus fort chez les 23, 24, 25 que chez les 27, 28. Et après 29, on voit plus ces relations aussi claires. C'est intéressant parce que c'est vrai que chez les grands enfants, on a plutôt tendance à faire attention à l'excès de protéines et bien sûr, les choses sont très très différentes chez les très grands prématurés, évidemment. Oui, parce qu'on est en plein de phases d'anabolisme et si vous le coupez, vous le payez cher. Et je pense que le sous-groupe pour lequel on regarde les IRM est pour cela assez intéressant. Même dans la matchette cohorte, hein, c'est-à-dire c'est des enfants de même gravité, on va dire. Alors, c'est de l'observationnel, donc on ne peut parler que d'association, pas de causalité, mais disons, il y a quand même un lien fort. Nous avons une dernière question.
L'obésité ayant principalement une origine génétique, est-ce que le poids des parents a été pris en compte dans les études qui évaluaient l'IMC des enfants à 5 Oui, ans et 15 ans? et il joue beaucoup, hein. Le BMI joue, alors il peut jouer, et bien sûr, ça peut être trois choses qui interviennent. Le BMI joue très fortement dans le modèle de prédiction de l'obésité à 15 ans. Enfin, c'est pas de l'obésité, du surpoids, disons, à 15 ans. Mais il joue parce que, bien sûr, il peut y avoir de la génétique, mais il peut aussi avoir un environnement fœtal, hein, qui intervient, et on le voit sur le Z-score de taille à la naissance, qui dans certaines cohortes intervient également. Donc probablement la qualité de la croissance, et peut-être j'ai été un peu trop vite, mais si vous voulez, le Z-score de poids, quand vous mettez le Z-score de poids et le Z-score de taille, ils jouent de manière différente. Le Z-score de poids est associé positivement à un excès de surpoids à 5 ans et à 15 ans, alors que le Z-score de taille, lui, joue comme un facteur protecteur, un peu comme si la qualité de croissance protégeait. Alors, en sachant que les prémas, globalement, n'ont pas plus ni moins d'obésité que la population générale. C'est-à-dire que globalement, sur la diapositive des piados, vous avez quasiment 9% de prémas qui sont au 90e percentile et plus, et 12% de prémas qui sont en dessous du 10e percentile. Très bien, merci. C'est vrai que pour moi, ça met en lumière que vraiment la croissance staturale est un paramètre majeur, hein. C'est ce qu'on peut constater chez d'autres enfants qui ne mangent pas beaucoup, des petits mangeurs, hein, puisqu'on parlera de troubles de l'oralité ensuite. Mais la croissance staturale est effectivement un paramètre majeur à observer, probablement tout aussi important, voire plus que la croissance pondérale, en tout cas pour les plus âgés. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe. Nous allons passer à la communication suivante qui est celle du professeur Bernard Salle que nous avons le plaisir d'accueillir. Le professeur Salle a été longtemps chef du service de néonatologie et de réanimation néonatale à Lyon et nous avons la chance de l'accueillir et de bénéficier de ses connaissances, notamment dans le métabolisme phosphocalcique du prématuré. Monsieur Salle, c'est à vous. Donc, je tiens d'abord à remercier la Société Gastroentérologie et Nutrition de m'avoir invité sur l'historique de la nutrition du prématuré. C'est une aventure qui a duré 20 ans et qui a permis de mettre au point définitivement après les années 2000 les formules pour prématurés. Je voudrais dire simplement que ce travail est le résultat de 3 équipes qui ont travaillé pendant près de 20 ans ensemble. Le service de néonatologie de Liège avec Jacques Rigaud s'était chargé de mesurer les balances métaboliques. L'unité de recherche en pédiatrie au Schneider Hospital à Montréal qui ont fait les dosages hormonaux du métabolisme calcique et le service de néonatologie de l'hôpital de Vario avec dans l'ordre Guy Putet, puis Olivier Clarisse, et enfin Alexandre Lapillonne et Jean-Charles Picot. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés pour réaliser ces formules pour prématurés? Cette diapo montre que la croissance du prématuré est indissociable de sa nutrition. En effet, l'alimentation du grand prématuré ou du prématuré conditionne la qualité de sa survie dans la mesure où elle assure non seulement sa croissance latéropondérale, ce qui est important, mais aussi son développement cérébral. Et à ce propos, je voudrais dire une anecdote. En 1996, étant invité à Washington à l'Institut américain de recherche en pédiatrie, je présidais avec Denis Sbir, qui dirigeait le centre de nutrition de Houston, la séance sur la nutrition du prématuré. Dans la salle, lorsque nous sommes arrivés, il y avait 30 à 40 personnes, mais dans la salle d'à côté, il y avait 1000 néonatologues. La séance d'à côté était dévolue aux surfactants. Et notre séance était dévolue évidemment à la nutrition et aux formules pour prématurés. Et Denis Sbir a dit en préambule, vous voyez à côté, ils sauvent les prématurés, mais ils en font tous des imbéciles car ils ne savent pas les nourrir. Alors, quels ont été les motifs de
création de ces formules pour prématurés. Eh bien, 2 études ont été à la base de cette création. Le travail de Vidosson, avec l'évaluation des besoins nutritionnels chez le prématuré, qui doit tenir compte de la composition du gain pondéral chez le fœtus, mesuré à partir des carcasses d'enfants morts-nés à différents âges de gestation, et la thèse de Jacques Santer en 1975, qui a fait des études, qui a fait réaliser des balances métaboliques chez le prématuré à différents âges gestationnels en mesurant les entrées, les sorties et la rétention. Quelles sont les techniques que nous avons utilisées pour l'évaluation des besoins alimentaires chez le prématuré? Eh bien, d'abord les paramètres de croissance, évidemment, le poids, taille, PC mesuré chaque jour, les dosages sanguins, mais surtout les balances métaboliques, ce qui nous a permis de connaître la rétention des nutriments, protéines, graisses et minéraux, la calorimétrie indirecte et les études du métabolisme phosphocalcique et l'absorptiométrie biphotonique. Je vais détailler que 2 de ces techniques, la calorimétrie indirecte et l'absorptiométrie biphotonique. Ce diagramme nous montre l'évaluation, comment nous pouvons mesurer la dépense énergétique en calorimétrie indirecte. Et vous voyez que on peut mesurer l'énergie, l'apport énergétique, la dépense énergétique et enfin les pertes en graisse dans les urines et dans les urines. Et vous voyez que on fait une balance nutritionnelle en même temps que la calorimétrie, et on fait une calorimétrie indirecte qui nous permet de connaître l'énergie dépensée. On mesure la consommation d'oxygène et la consommation de CO2 et les créations de CO2, ce qui nous permet de savoir les hydrocarbones hydroxylés, les lipides oxydés et les protéines oxydées. Voici le diagramme qui nous montre comment est réalisée la calorimétrie indirecte avec le prématuré qui est dans sa couveuse et la mesure en continu soit de l'oxygène, soit du CO2. L'enfant est dans sa couveuse et sur un matelas métabolique pour permettre de recueillir ses excrétas et ses urines. Et d'autre part, il y a un hood qui nous permet de mesurer la quantité d'oxygène absorbée et la quantité de CO2 excrétée. Et vous voyez les résultats du gain protéique qui relève de la calorimétrie indirecte, ce qui nous permet de calculer la composition du gain de poids. Vous avez l'énergie absorbée en haut, les protéines absorbées, et vous avez la composition du gain de poids en protéines, en lipides et en graisses. Si vous regardez la composition du gain de poids chez l'enfant nourri au lait maternel, vous voyez que ou nourri avec différentes formules, vous voyez que la rétention en graisse dépend de l'apport énergétique. Plus l'apport énergétique est augmenté, plus le dépôt en graisse augmente. L'apport protéique et le dépôt protéique est à peu près le même car l'apport protéique est à peu près constant. Ceci est la même diapo qui montre que si on augmente l'apport énergétique, on augmente le dépôt en graisse. Le métabolisme phosphocalcique. Je rappelle le métabolisme de la vitamine D. Il n'y a pas de synthèse cutanée, l'apport peut être que exogène. La vitamine D est hydroxylée au niveau du foie puis au niveau du rein en hormone active. Et la 1,25-dioxyvitamine D est l'hormone de l'absorption intestinale du calcium. Et donc, elle est très importante. Donc, le premier travail que nous avons conduit dans les années 78-80 était de savoir si le prématuré était capable de réagir à l'hypocalcémie néonatale et maintenir son taux de calcium normal, plasmatique normal.
il y avait un dogme à cette époque que le prématuré était immature et ne pouvait ni synthétiser et sécréter sa parathormone, ni synthétiser la 25-OH et la 1,25. Alors, nous avons montré chez des prématurés de 27 à 34 semaines que si l'on regarde l'évolution de la calcémie, celle-ci baisse dans les premiers jours de vie, puis elle augmente rapidement dans les 5 premiers jours de vie, et elle reste stable. Parallèlement, la parathormone augmente très rapidement et revient à la normale vers le 10e jour. Et parallèlement, lorsqu'on lui donne 800 à 1000 unités de vitamine D, il augmente son taux de 25OH. Remarquez qu'il est très bas à la naissance. Vous savez qu'il y a une corrélation entre le taux maternel et le taux fœtal. Et donc, les mères en France sont carencées en vitamine D en général. Et vous voyez qu'il est capable, à partir de la 25OH, de synthétiser la 1,25 et de sécréter la 1,25. Donc, il n'y a pas d'immaturité ni dans la sécrétion de parathormone, ni dans la synthèse des métabolites de la vitamine D. Quels sont les facteurs de l'accumulation du calcium chez le prématuré? L'absorption est fonction de l'apport, c'est-à-dire qu'elle augmente si on augmente l'apport de 40 à 120 mg par kilo jour, mais l'absorption est toujours aux alentours de 60%, quel que soit l'apport. Et la rétention se fait au niveau des os, évidemment, et il faut tenir compte du rapport calcium-phosphore qui doit être aux alentours de 2. Pour le phosphore, il n'y a aucun problème, le phosphore est toujours très bien absorbé, et 80% du phosphore va servir à la minéralisation osseuse. Voici les balances calciques chez des enfants nourris au lait avec un lait féminin, soit le lait féminin pur sans adjonction, soit le lait féminin enrichi en vitamine D, enrichi en phosphore en vitamine D, enrichi en calcium en vitamine D, et on voit que la rétention augmente avec l'apport calcique et l'apport phosphoré. Pour le phosphore, il n'y a aucun problème, l'absorption est toujours très importante, aux alentours de 90%. Et si l'on regarde les balances avec une formule pour prématuré qui apporte aux alentours 100 mg par kilo-jour de calcium, le lait maternel étant supplémenté en calcium, vous voyez que l'absorption est toujours aux alentours de 60%, quel que soit l'apport calcique. La rétention dépend évidemment de l'apport, ils sont autour de 60 mg par kilo-jour, alors que pour le phosphore, la rétention est toujours importante aux alentours de 90%. L'absorptiométrie biphotonique. Je ne vais pas détailler cette diapo, simplement pour dire qu'elle permet maintenant de mesurer en routine la composition corporelle en plus de la masse calcique. La masse calcique et la masse grasse sont mesurées directement par la machine. À partir de l'absorption du rayonnement par les tissus, la masse maigre est calculée par la machine. Les exactitudes de la mesure du calcique minéral osseux est très précise avec une variation de l'ordre de 1%, alors que la mesure du compartiment graisseux est bien moins précise avec une variation de l'ordre de 5 à 6%. Le grand problème, la grande facilité, c'est la possibilité de faire des études longitudinales car l'irradiation est très faible. Voici un enfant mis sur la machine avec évidemment un dispositif pour le chauffer car c'est un prématuré de 1800 grammes. Mais il faut que l'enfant soit immobile pendant 3 minutes parce que sinon la mesure est impossible. Et nous avons montré que si on enveloppait l'enfant dans un sac en papier, eh bien, l'enfant s'endormait très rapidement et ne bougeait plus. C'est exactement ce qui se passe chez le chat. Et nous avons déduit cette méthode à partir de ce qu'on faisait chez le chat. Celle-ci montre la mesure de la masse calcique, peu importe. Vous voyez la précision de la mesure de la masse calcique. Ici, ce sont des fémurs que nous avons pris sur des enfants mort-nés et nous avons mesuré sur les enfants mort-nés le contenu minéral osseux du fémur, puis nous avons pris ces fémurs, nous avons transformé ces fémurs en cendres et nous avons mesuré le calcium dans les cendres et vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation
entre la mesure par la machine et la quantité de calcium dans les cendres. Ceci est la même. Et des enfants prématurés, on voit que ceux-ci ont tous une ostéopénie au moment de la sortie de l'hôpital, c'est-à-dire aux alentours de 2 kg, 2 kg de sang, mais que progressivement, ils rattrapent le même contenu minéral osseux vers l'âge de 6 mois. Les prochaines diapos montrent ce phénomène avec, vous voyez ici, lorsque l'étude de la composition corporelle, il n'y a pas de différence entre le nouveau-né à terme, le prématuré aux alentours de 2 kg pour la masse maigre et pour la masse graisseuse, mais vous voyez qu'il y a une ostéopénie au moment de la sortie de l'hôpital. De toute façon, nous avons montré qu'au bout de 6 mois, les prématurés récupéraient la même masse osseuse que les enfants à terme. Donc, quelles sont les conclusions que nous avons tirées dans les années 80-85? Premièrement, le prématuré, s'il est alimenté par sa mère, par un lait du lactarion, ou un lait personnalisé, en 1980, nous avons demandé la nécessité d'enrichir le soleil avec du phosphore, et en 1985, nous avons pu demander aux sociétés laitières la possibilité d'enrichir le lait en protéines, calcium, phosphore et en calories. Les sociétés laitières mettent à la disposition des néonatologues des suppléments à mettre directement dans le lait de la mère. Nécessité de donner un supplément vitamine D, E, K et A. Si l'enfant est alimenté par sa mère, en 1980, nous avons pu faire réaliser par une société laitière un lait pour prématurés, dont la composition était la suivante. À cette époque-là, 2 grammes de protéines pour 100 ml, avec un rapport caséine-protéine soluble de 70/30, 3 grammes 3 de graisse pour 100 ml de lait, donc 20 à 30% de triglycérides à chaîne moyenne, un apport calorique supérieur à 70 kcal pour 100 ml, enrichi en calcium, 70-75 mg, et en phosphore avec un rapport de 2/1 et enrichi en oligo-éléments, et évidemment que le lait était enrichi en vitamine A, D, E. Quelles ont été les améliorations entre 80 et 85? Augmentation de l'apport protéique et disponibilité d'une préparation spécifique pour les prématurés de moins de 28 semaines, augmentation de l'apport en minéraux et utilisation des sels de calcium plus solubles, organiques, tels que le glycérophosphate de calcium, et la supplémentation en DHA qui s'est apparue en acide gras polyinsaturé et en DHA surtout, qui est apparue dans les années 90. Au même moment, il y avait une discussion sur la possibilité d'alimenter les prématurés avec des protéines hydrolysées, parce qu'on sait très bien que les protéines hydrolysées, en particulier les aminoacides, sont beaucoup plus digestibles chez le prématuré. Nous étions assez réticents de faire ceci, nous préférions que les laits soient composés en caséine et en albumine. Mais nous avons mené un travail qui a été publié en 2002-2003, et les conclusions de ce travail sont les suivantes. L'absorption de l'azote est beaucoup plus élevée avec les protéines intactes, 90%, qu'avec les protéines hydrolysées, qui sont de 84%. La rétention sur l'absorption est meilleure avec un lait non hydrolysé qu'avec des protéines hydrolysées. Et donc, l'utilisation de l'azote est aussi plus élevée avec des laits normaux qu'avec des laits hydrolysés. Donc, la conclusion que nous avons faite, c'est que nous avons demandé à ce que le prématuré ne soit pas alimenté avec des laits dont les protéines sont hydrolysées, mais avec des protéines totales, type albumine en particulier et caséine. Et enfin, en conclusion,
En 2009, il y a eu une réunion de la Société gastro-entérologie en Autriche où nous avons déterminé définitivement la composition des laits pour prématurés à partir de tous les travaux que je vous ai relatés. Et depuis 2009-2010, la composition des laits pour prématurés n'a très peu changé. Merci. Il a branché son micro, monsieur Salle. Merci beaucoup, monsieur Salle, pour ces données très intéressantes. Nous avons quelques questions. La première concerne le lait féminin, l'allaitement maternel des enfants prématurés. Existe-t-il une adaptation de la composition du lait féminin au terme de l'enfant lorsqu'il est prématuré? Par exemple, est-ce qu'il est plus riche en protéines ou en autres minéraux, nutriments chez l'enfant prématuré par rapport à ses besoins? Alors, les travaux modernes ont montré que la composition en protéines était variable selon le terme de la gestation et que souvent ce lait féminin était beaucoup plus riche en protéines que le lait chez la mère d'une prématurée que chez la mère d'un enfant à terme. Si bien que maintenant il est recommandé de mesurer la quantité de protéines par 100 ml pour assurer une supplémentation aux alentours de 2,2 g, 2,5 g par 100 ml. Quant à minéraux, il n'y a pas de différence. Le lait féminin est très pauvre en calcium et en phosphore. Je vous rappelle que le contenu en calcium est 30 mg pour 100 ml et le contenu en phosphore 15 mg pour 100 ml. C'est-à-dire que si vous donnez 160 ml, 170 ml de lait féminin, vous apportez à peine 50 mg de calcium, ce qui est largement insuffisant. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, il y a une certaine adaptation du lait de la maman pour son enfant prématuré, mais qui reste encore faible pour le calcium. Autre question qui tient à votre carrière. Maintenant, vous avez une expérience très importante. Et, donc, la question, c'est la suivante. Quel est, selon vous, le progrès le plus important que vous ayez vécu durant votre carrière dans la prise en charge nutritionnelle des enfants prématurés? Ce qui vous a marqué le plus? Les progrès jusqu'en 1980, on utilisait des laits premier âge, des formules premier âge. On disait pas formule, on disait lait maternisé, et le lait qui était en cours et que donnait la majorité des néonatologues en Europe, c'était le SMA qui était réalisé par Wyatt. Il était très pauvre en protéines, pauvre en calcium, pauvre en phosphore. Et donc, la grande avancée, ça a été la possibilité, avec une société laitière que je nommerai pas, de réaliser ces laits pour prématurés. Vous savez que quand on a proposé avec Jacques Santerre à cette société de réaliser un lait pour prématurés, ils nous ont répondu, d'accord, nous allons réaliser ce lait, mais nous le vendrons qu'en Belgique et en France. En réalité, ils ont construit une usine et ils l'ont vendu dans toute l'Europe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Salle. C'était très intéressant de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons une bonne journée. Nous allons enchaîner sur la troisième présentation. Oui, nous allons accueillir Madame Nelly Thomas, qui est psychomotricienne en service de néonatologie à Créteil et particulièrement investie dans la prévention des troubles de l'oralité du bébé prématuré. Bonjour, merci de m'avoir invité pour ce congrès. C'est vrai que l'oralité, c'est un thème qui nous tient à cœur dans le service de réanimation néonatale où je travaille. Et depuis plusieurs années, nous travaillons avec Camille Young, qui nous a beaucoup apporté pour avoir une réflexion, on va dire, collégiale sur ce problème. Alors, l'activité orale chez le prématuré se met en place dans un contexte particulier où les nombreux soins vont modifier les expériences sensorielles, motrices et affectives dans un contexte d'immaturité neurologique, d'immaturité pulmonaire qui va nécessiter un support ventilatoire plus ou moins invasif et d'immaturité également de la coordination du réflexe succion, déglutition et respiratoire.
Le prématuré est privé des expériences sensorimotrices en termes de saveur, d'odeur, de consistance, de température. Et la littérature s'accorde pour situer le début du passage de l'alimentation passive à l'alimentation active vers 34 semaines, bien sûr en fonction du parcours médical de chaque enfant. La psychomotricité permet une approche globale du corps en donnant une place aux sollicitations sensorielles adaptées en fonction de l'état physiologique et des capacités de l'enfant. Le corps du prématuré est l'objet de soins, de nombreux examens et de surveillance qui entravent l'aisance motrice. Les ajustements posturaux et la régulation du tonus sont perturbés. Les soins de développement nous ont appris à observer et individualiser les soins en faisant participer les parents. Il s'agit d'un travail d'équipe avec une remise en question de nos pratiques professionnelles pour mettre en place un ensemble de sollicitations positives. Depuis plusieurs années, nous avons un groupe de réflexion pluridisciplinaire et j'insiste vraiment sur la pluridisciplinarité avec des pédiatres, des infirmières, des auxiliaires de puériculture, la cadre du service et moi-même, qui permet vraiment d'avoir un regard croisé sur cette pratique. C'est toujours très, très difficile, les changements de pratique dans les services. Et l'approche psychomotrice se situe dans une approche préventive et holistique au niveau développemental. Le travail s'oriente autour de 4 axes principalement: le positionnement, l'investissement corporel, la relation parent-enfant et les sollicitations orales. Apprendre à identifier donc les signes, les manifestations de l'enfant pour répondre de façon appropriée. Il s'agit d'une prise en charge ciblée qui nécessite un temps d'observation. Je ne vais pas revenir sur les objectifs orthopédiques du positionnement. Depuis les travaux du docteur Grenier, tous les services de réanimation néonatale ont mis en place une réflexion sur le soutien postural à adapter en fonction de l'organisation neuromotrice de l'enfant prématuré. Et devant l'hypotonie du prématuré, le positionnement favorise les positions de regroupement pour faciliter la coordination main-bouche. La bouche, ce n'est pas uniquement le lieu de l'alimentation, mais aussi le passage entre les espaces droit et gauche. Quand l'enfant porte un objet à la bouche, par exemple, il établit une coordination entre son espace droit et son espace gauche. Il prend connaissance de son corps. La sphère orale, c'est aussi l'organe de la relation et de la communication. La mise en forme du corps se fait pendant l'hospitalisation par différents soutiens posturaux comme le cocon, mais aussi le portage, et il va se poursuivre bien sûr à la maison. Le positionnement doit être adapté en fonction de l'évolution motrice de chaque enfant. Il est important de montrer aux parents les différentes installations pour obtenir un enroulement du bassin permettant un meilleur regroupement, comme porter les mains à la bouche, et une meilleure détente globale corporelle, donc une meilleure disponibilité relationnelle. L'environnement sensoriel n'est pas toujours adapté au développement cérébral. Trop ou pas assez de stimulation vont modifier les expériences sensorimotrices de l'enfant qui n'a pas la possibilité de se regrouper. Le psychomotricien, par son approche globale, va, avec les parents, observer les capacités motrices et relationnelles. Il s'agit d'offrir un espace où le corps devient source de plaisir en proposant des mobilisations douces à l'enfant. Il s'agit d'une prise en charge précoce pendant l'hospitalisation qui se poursuit après avec un dispositif que nous avons mis en place avec la psychologue depuis plusieurs années appelé séance au tapis, où les parents viennent en co-consultation dans les 15 jours à 3 semaines après la sortie. Dans le cadre d'une naissance normale,
Les parents établissent dès la naissance un lien d'attachement avec leur bébé grâce à la fonction nourricière. Devenir parent dans un contexte d'une naissance prématurée est un véritable traumatisme où les parents ont du mal à se situer face à cet enfant immature. Toute atteinte de la fonction alimentaire est une atteinte de la mère dans sa fonction nourricière et donc dans ses compétences qui peut engendrer une grande blessure narcissique, de la culpabilité. Je ne suis pas capable de nourrir mon bébé. Il faut valoriser les compétences du bébé et des parents, car la situation alimentaire est chargée d'affects comme le plaisir partagé ou la déception de ne pas y arriver, qui peut entraîner un grand désarroi. L'intérêt de la psychomotricité dans un service néonatal permet d'avoir un référent avec un autre regard. Les sollicitations orales sont proposées quand l'enfant manifeste une hypersensibilité corporelle et ou sensorielle avec des attitudes de défense posturale, comme un enfant en hyperextension qui va détourner la tête. D'autres ont des nausées, voire des vomissements. D'autres des troubles du comportement avec agitation, des pleurs, voire un évitement relationnel. Donc les sollicitations orales doivent être pluriquotidiennes, progressives et régulières avant chaque repas. Aider l'enfant à investir son corps quand il est éveillé par le toucher contenant, des mobilisations douces, des comptines. Aider l'enfant à retrouver le plaisir oral avec les massages au niveau du visage et des sollicitations olfactives. On part d'un travail corporel global pour tout doucement, si l'enfant nous y autorise, à aller vers la bouche. En conclusion, en néonatologie, l'oralité est une préoccupation des équipes dès la naissance qui demande une formation pluridisciplinaire des soignants. On se situe vraiment dans une démarche préventive quand, malgré toutes les procédures mises en place, apparaît des troubles de l'oralité, une prise en charge multidisciplinaire, concertée et cohérente est indispensable pour prendre en charge l'enfant dans sa globalité. On sait que cela va prendre du temps. Il ne faut pas faire de forcing, bien sûr, mais aider l'enfant à être bien dans son corps pour investir dans le plaisir sa bouche. Quels que soient les dispositifs mis en place à la sortie, comme l'hospitalisation à domicile, le contact avec la PMI, l'éco-consultation à l'hôpital, les parents ont besoin d'un étayage important au moment de la sortie. Voilà. Et puis j'aime bien cette phrase de Bullinger qui écrit « Le repas, ce n'est pas seulement absorber de la nourriture, c'est aussi une histoire avec un début, un milieu, une fin, avec du plaisir qui donne du sens. » Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous donne un excellent aperçu de toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour limiter l'apparition de troubles de l'oralité chez le bébé prématuré. C'est vrai que moi j'avais un commentaire et une question. En suivant beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'alimentation, chez des un peu plus grands, j'ai quand même l'impression que le bébé prématuré, même très prématuré, très grand prématuré, qui a finalement un parcours relativement simple, avec assez peu de comorbidité, s'en sort en général très bien sur les difficultés d'alimentation et que ceux qui vont poser des gros soucis de troubles de l'oralité, ce sont probablement ceux qui ont aussi d'autres comorbidités, des problèmes cérébraux ou des problèmes cardiaques. Je voulais avoir un peu votre sentiment. Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on voit ici, c'est en effet les tout petits prématurés, je dirais les moins de 26 semaines et qui ont des parcours sur le plan médical avec des problèmes pulmonaires assez importants, des enfants extrêmement dysplasiques qui vont rester hospitalisés plusieurs mois. Bien, ces enfants-là sont en effet très à risque parce qu'on sent qu'il y a une période où ça peut basculer, même d'ailleurs avec des enfants qui vont pouvoir à un moment donné un peu prendre quelques biberons et puis hop, ils vont s'aggraver sur le plan pulmonaire. On va repartir un petit peu en arrière. Et des enfants qui vont aussi se désorganiser sur le plan comportemental parce que c'est en général des longues hospitalisations, des parents qui sont en grande difficulté, en grande souffrance devant ce tout petit qui a du mal à manger, qui ne respire pas tout seul, qui sur le plan même de la croissance, on en parlait tout à l'heure,
il grandit pas beaucoup, donc il y a énormément d'inquiétudes. Il faut essayer justement par une approche vraiment pluridisciplinaire de recentrer, de se recentrer sur le plaisir au niveau déjà corporel de l'enfant, avant de passer au plaisir au niveau de l'oralité. Et ça nécessite vraiment cette pluridisciplinarité et même une concertation régulière des équipes pour pouvoir réfléchir à comment on peut avancer avec ces enfants. Nous, on met en place des réunions quand les enfants sont là sur plusieurs mois, où on essaye des réunions pluridisciplinaires, où chaque professionnel va pouvoir dire ce qu'il perçoit du développement de cet enfant et réajuster en permanence nos pratiques. Ce qui est difficile, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, déjà, et ça nécessite de quelque chose d'assez collégial pour avancer autour de ces enfants, mais de se réunir à des fois de façon pluridisciplinaire. On voit les effets, alors je pense qu'il y a des choses même inconscientes qui se passent, mais souvent les infirmières vont nous dire après, là, depuis la réunion, il s'est passé ça. Parce que voilà, on a entendu tous la même chose, on essaye d'aller tous vers la même direction avec cet enfant, et on essaye de réfléchir ensemble. Il faut surtout pas être seul. Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le travail en pluridisciplinarité qui va permettre de progresser avec ces difficultés autour de l'oralité. Est-ce que tu vas rajouter autre chose? Non. Parce qu'elle se cache, mais je suis avec Camille. Bonjour. Bonjour. Donc nous avions aussi une question. On a vu tout au long de ces interventions que la croissance du bébé prématuré, c'est un enjeu majeur. Et donc forcément, les parents, ils peuvent interpréter croissance et beaucoup manger. Et donc on va avoir naturellement des attitudes de nourrissage qui vont être un peu intrusives, des conduites de forcing. Comment vous faites pour essayer de désamorcer ces possibles attitudes qui seront en place à domicile après le retour à la maison? Alors déjà, pendant l'hospitalisation, ça va passer beaucoup par l'observation du bébé. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser pas mal la vidéo quand on est en difficulté avec un enfant, de demander l'autorisation aux parents, soit de les filmer, soit de filmer l'enfant avec une infirmière qui va donner, par exemple, le biberon, et puis d'analyser avec eux et de voir les signes que l'enfant va manifester au moment où c'est désagréable pour lui, quand il détourne la tête, quand il pousse avec sa main, quand il a haut le cœur, d'identifier un petit peu ces signes d'inconfort de l'enfant et de dire là il faut arrêter, parce que plus on va insister, plus l'enfant va être dans une aversion sur le plan de la sensorialité autour de la bouche, et ça sera encore beaucoup plus difficile après. Alors c'est vrai que c'est des enjeux très compliqués pour les parents, qui renvoient une très grande culpabilité, une très grande blessure narcissique pour les parents de pas être dans la capacité de pouvoir nourrir leur enfant. C'est pour ça qu'il y a besoin de les revoir très rapidement en consultation. Nous, on les revoit à peu près dans les 15 jours, quand l'agenda nous le permet, en co-consultation avec la psychologue. On va justement leur demander, comment ça se passe à la maison? Comment se passe le retour à la maison? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui se passe bien? De pouvoir réajuster ensuite avec l'HAD qui va passer tous les jours à la maison pour soutenir ses parents. Alors, ce nous, on n'arrive pas encore bien à faire, c'est peut-être des co-consultations, des tri-consultations, on pourrait dire. C'est psychologue, moi psychomotricienne et Camille Young, parce que nos agendas sont un petit peu compliqués. On arrive à le faire exceptionnellement de temps en temps. Et je trouve que c'est extrêmement bénéfique pour les parents parce qu'ils vont entendre le même discours au même moment avec 3 professionnels. Ça, c'est très important. Et puis après, quand l'enfant grandit, on essaye, quand on y arrive, mais ça, c'est très difficile parce qu'il y a très peu d'orthophonistes qui sont formés aux troubles de l'oralité. Nous, on a quelques adresses sur le 94 avec qui on travaille. Et on voit vraiment les effets très bénéfiques d'une prise en charge précoce en orthophonie, où l'orthophoniste va faire de la guidance au niveau parental et va soutenir les parents. Alors, pas forcément dans des séances toutes les semaines d'ailleurs, dans un accompagnement régulier, où elle va leur donner des choses à faire à la maison et qui va vraiment les soutenir.
Très bien, merci. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il faut vraiment apprendre aux parents à repérer les signaux de satiété que l'enfant envoie, en fait. Une fois qu'il est plus grand, qu'il a passé ce cap de la néonatologie avec les sensations désagréables. Mais repérer les signaux de satiété, c'est quelque chose qui est parfois très difficile pour les parents. Et quand ils vont au-delà, on arrive à des attitudes de nourrissage intrusives et à un développement de troubles de l'oralité secondaire de façon très, très fréquente. On avait une autre question. J'aimerais juste rajouter que c'est même avant les parents, c'est le personnel soignant aussi qu'il faut former également à ça, parce que on a des grosses équipes et voilà, entre les jeunes infirmières qui arrivent et celles qui sont là depuis longtemps, il peut y avoir des différences assez différentes de représentation autour de l'oralité et qui est vraiment une philosophie également un peu commune pour que les parents n'aient pas des discours qui soient différents. Et ça, c'est difficile. J'avoue qu'il y a besoin de formation, de revoir les situations cliniques, de pouvoir en reparler en équipe. Parce qu'il y a des fois, voilà, les parents vont avoir des discours différents. Et ça, c'est très, très compliqué pour la prise en charge sur du plus long terme. Bon, merci. On avait une question sur, vous indiquez, on imagine bien que quand il y a des dystimulations liées aux différentes sondes que le bébé prématuré peut avoir, s'il y a un reflux, s'il y a des stimulations désagréables, ça peut avoir un impact sur l'émergence de troubles de l'oralité, ou bien sûr s'il n'y a pas de stimulation. Qu'est-ce que vous appelez surstimulation? Vous parlez de surstimulation? Moi, ce que j'appelle les surstimulations, c'est ce qu'on décrit un peu dans les soins de développement par rapport à l'écologie du service. C'est toutes les surstimulations sensorielles que va avoir l'enfant déjà au niveau de l'environnement, et puis après toutes les surstimulations au niveau de l'enfant même. Pour moi, il y a différents types de surstimulation. Il y a celles qui sont environnementales, sur lesquelles on a beaucoup d'efforts encore à faire, même si on y travaille, mais on a encore beaucoup de travail. Et puis après, il y a les surstimulations par rapport, par exemple, à un moment de soin au niveau de l'enfant. Donc, il y a tout un travail aussi de réflexion avec les équipes pour voir à quel moment c'est le mieux pour faire le soin de l'enfant, par rapport à ce temps d'éveil, à ce temps de sommeil, par rapport à tout ce qu'il doit avoir dans la journée. Est-ce qu'on fait la toilette plus le matin, plus l'après-midi, voir ce qui va le fatiguer, pas le fatiguer. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir une vision vraiment globale de l'enfant, et puis d'être à plusieurs aussi au moment des soins qui sont peut-être invasifs et désagréables pour l'enfant, ce qu'on appelle les soins 2, les soins 4 mains, enfin on les appelle comme on veut, mais qui est un soutien auprès de l'enfant, pour pouvoir observer cet enfant. Je crois que le mot qui est important autour de la prématurité, c'est vraiment le mot observation, c'est-à-dire apprendre à observer l'enfant à plusieurs, et ça c'est quelque chose qui est difficile. On peut se dire, voilà, je vais regarder et puis c'est facile, je vais dire que là, il a mal. D'accord? Mais il a mal pourquoi? Il a mal, qu'est-ce qui te permet de dire que cet enfant est pas bien? Il y a des signes maintenant qui sont identifiés, qu'on arrive à bien repérer. Et ça s'apprend et ça demande tout un travail de formation des équipes que l'on essaye de mener, nous, par différentes formations tout au long de la formation des infirmières. Bon, merci beaucoup pour votre intervention, pour tous ces détails. Et on voit bien que toutes les équipes de néonat maintenant réfléchissent et déjà depuis plusieurs dizaines d'années et progressent dans ces soins de développement et dans toutes ces mesures qui sont en place autour des bébés prématurés, qui sont de plus en plus de très grands prématurés pour certains d'entre eux. Donc merci beaucoup.